si j'ai écrit ce livre, c'est parce que je pense que c'est dans l'intérêt de la France de dire aux gens, aux parents d'élèves, de dire aux parents d'élèves, l'histoire de France qu'on enseigne à vos enfants est fausse. Thierry Ardisson, publicitaire, producteur de télévision, d'émissions de télévision sur TF1, romancier, etc. Enfin, vous êtes l'un des hommes les plus branchés de la communication aujourd'hui. Et pourtant, vous nous proposez un éloge de la monarchie sous le titre Louis XX, contre-enquête sur la monarchie aux éditions Olivier Orban. Alors, vive le roi ? Je crois qu'on y arrive au roi. Hein. C'est-à-dire qu'après des travaux comme ceux de M. Chenu, de Furet, de Duby, finalement, eux, ils ont fait une partie du boulot. Ils ont démontré que la révolution, finalement, c'était pas le grand mythe qu'on nous avait appris à l'école. Et puis moi, je vais un tout petit peu plus loin qu'eux. Je dis, si c'est à bas la révolution, pourquoi pas vive le roi. Vous savez qu'en Europe, il y a plus de monarchies que de républiques. Et qu'en Espagne, la monarchie, c'est le renouveau de l'Espagne, c'est la renaissance de l'Espagne. Donc je crois que ça vaut le coup de se poser la question. Oui, mais est-ce qu'il n'y a pas une sorte de contradiction entre comme on dit aujourd'hui, un communicateur, entre guillemets, très, très moderne comme vous, très à la mode, et puis une passion assez vieillotte pour la monarchie? Je crois que justement, si vous voulez, je suis publicitaire, c'est une de mes activités, et je connais la force de la publicité. Et je me dis que maintenant que les spots vont être autorisés à la télévision pour les hommes politiques, eh bien, celui qui aura le plus d'argent, celui qui aura la meilleure agence, va être élu. Et moi, je sais comment on fait lire. Regardez en 80, président Mitterrand, il fait une affiche, la force tranquille, le petit clocher, le ciel bleu, blanc, rouge, enfin, tout ça, c'était un peu pétiniste. Séguéla, c'est Séguéla qui l'a fait. C'est Séguéla qui l'a fait. Ah bon, il était pétainiste, Séguéla. Non, l'affiche est un peu pétiniste. Le petit clocher, le ciel bleu, blanc, rouge, la force tranquille. Bon, et qu'est-ce qu'on voit arriver? 4 ministres communistes. Alors moi, je me dis que dans l'avenir, si on a de l'argent et une bonne agence, tout le monde peut se faire élire président de la République, surtout que maintenant que c'est au suffrage universel. Alors, j'entends parler de candidature tapis, de candidature montant, on a parlé de candidature Coluche. Alors moi, une candidature Thierry Ardisson. Non, pas du tout. Mais moi, plutôt que Tapie, pour parachever le j'aime beaucoup Bernard Tapie, mais plutôt que Tapie, président de la République, je préfère le roi parce que ça fait 1000 ans qu'ils font le boulot. Oui. Alors, moi, j'ai lu dans toutes les notices biographiques, on fait remarquer que vous êtes né le jour des rois. Je me suis demandé si c'était au fond votre sentiment monarchique ne venait pas de là, tout simplement. Mon sentiment monarchique vient de ce que je viens de vous dire, c'est-à-dire je suis inquiet pour la démocratie. Réellement, j'ai peur. J'ai peur qu'on ait la naissance d'espèces de petits Hitler médiatiques comme ça. Et je suis né le jour des rois, c'est sans doute la providence divine. Oui. Et le 14 juillet, que faites-vous? Le 14 juillet, je trouve pas normal que le président de la République s'assoie à l'endroit exact où Louis XVI a été guillotiné. Je trouve que poser son cul là où Louis XVI a eu le cou coupé, excusez-moi, je trouve ça un peu trivial. Pas convenable. Pas convenable. Alors. Et le jour de l'anniversaire de la mort de Louis XVI, que faites-vous? Alors, l'anniversaire de la mort de Louis XVI, c'est le 21 janvier. Il y a quelques années, il y a 10 ans, il y avait 6 personnes à Saint-Augustin. Maintenant, la chapelle expiatoire est bourrée à craquer. Et l'année prochaine, on est obligé d'aller à Saint-Denis. Ça prouve quand même que l'idée monarchique avance. Ouais, ça fait quand même pas beaucoup de monde au total. Ça fait pas beaucoup de monde, mais vous savez, sur TF1, dans À la folie, pas du tout, quand on a demandé aux gens, aux Français qui étaient là cet après-midi-là sur TF1, combien d'entre vous seraient prêts à approuver un retour à la monarchie comme ça s'est passé en Espagne avec Juan Carlos? Moi, je m'attendais à 5%, à 10%. Vous savez combien? 58% des gens ont dit oui, devant huissier, SVP. Je ne l'ai pas inventé. Vous pensez que dans notre pays, il y a un vieux sentiment profond pour la monarchie? Non, je pense, si vous voulez, que dans ce pays, il y a au contraire un vrai problème vis-à-vis de la monarchie. C'est-à-dire que les Français ont tué le roi, ils ont tué le père, et tant qu'ils ne seront pas réconciliés avec eux-mêmes, il y aura un problème. Oui. Mais oui, alors vous notez au passage qu'il y a quand même une passion pour les Grimaldi, c'est-à-dire ceux qui règnent à Monaco. Bah oui, c'est un ersatz. Je dis que les Grimaldi sont la revanche de Louis XVI. C'est-à-dire que les Français ayant tué leur roi, ils se réfugient sur Stéphanie, franchement. Ah bon? Je préférais Marie-Antoinette. Vous préférez, vous, jeune homme bien bâti, séduisant, vous préférez Marie-Antoinette à... Non, ce que je veux dire, si vous voulez, c'est qu'on sent un manque. On sent un manque chez les Français. Oui. Alors bon, c'est Lady Di, c'est le prince de Galles, c'est Stéphanie de Monaco, avant c'était sa sœur. Enfin, autant prendre les nôtres. On en a, nous, des rois. Oui. Alors, il y a une page qui est très intéressante, je trouve, d'ailleurs vous auriez pu quand même développer davantage, c'est que vous montrez, c'est qu'il y a des monarchies, les monarchies ne sont pas toutes à droite, et certaines républiques ne sont pas toutes à gauche. Vous savez, le roi est au-dessus des partis, c'est un arbitre. Comme vous avez sans doute remarqué, j'ai pris l'exemple d'un match de foot. Bon, il y a 2 équipes, ça a existé de tout temps, il y a les conservateurs d'un côté, les progressistes de l'autre, ça a toujours existé. Bon. Et puis entre les deux, il y a un arbitre qui essaie de faire régner la bonne entente sur le terrain. Bon, un jour, on a coupé la tête du roi.
Alors maintenant, chaque capitaine de chaque équipe essaie de se faire élire comme arbitre. Bon, vous imaginez ce que ça donnerait au Parc des Princes, Bernard Pivot. Bon, voulant se faire élire comme arbitre, il est obligé de raconter n'importe quoi à tout le monde. Oui. Ce qui fait que c'est la prime au plus menteur. C'est celui qui raconte le plus. Moi, j'ai vu en 81 les socialistes nous dire qu'on gagnerait plus en travaillant moins, par exemple. Bon, après, on s'est aperçu que c'était pas vrai. Oui, après, on s'est aperçu que c'était pas vrai. Enfin, je dis pareil pour la droite. Vous voulez, on nationalise, on dénationalise, on renationalise. Ce que je trouve un peu dommage, c'est qu'il n'y ait pas quelqu'un qui ait le sens de la pérennité, de la continuité du pays. Et vous pensez que les rois l'ont davantage? C'est normal, puisqu'après lui, il y a son fils, après son fils, il y a son petit-fils. Oui, et pour vous, la grande date à fêter, ça sera non pas 89, mais 87, l'année prochaine. Bien, oui, il se trouve qu'en 987, Hugues Capet a été élu, enfin, c'était pas le suffrage universel, c'était par quelques barons, par ses pairs. Il a été élu roi de France. Oui, et alors qu'allez-vous faire Cette année-là? Non, vous pensez même que ça va éclipser le... Non, je pense que si vous voulez, il faut qu'on arrête de magnifier, on en parlera tout à l'heure avec Max Gallo, il faut qu'on arrête de magnifier cette révolution française qui a quand même été la base de toutes les révolutions et de tous les totalitarismes qui existent aujourd'hui. Enfin, je veux dire... Alors, on va y venir tout de suite, mais là, vous mettez les pieds dedans, mais simplement, c'est Louis XX, parce que là, nous, on pensait qu'il y avait le comte de Paris, mais vous avez choisi un autre prétendant, c'est Louis XX. Si vous voulez... Qui est Louis XX? Le monarchie... D'ailleurs, il y a un reportage dans le... J'ai vu ça, dans Madame Figaro aujourd'hui. Oui, tout à fait. Il est pas mal. Oui, vous l'avez vu en ski, il est parfait. Voilà. Alors, qui est ce Louis XX? Si vous voulez, avant les Capétiens, il y avait les Mérovingiens et les Carolingiens. Bon, eux, ils avaient un système, quand le roi mourait, on partageait le royaume entre les 4 fils du roi. Bon, c'est une forme de parthénogenèse, ça ne marchait pas, bien entendu. Les Capétiens ont inventé... Parce que la monarchie, ce n'est pas un truc qui a été inventé comme ça s'est fait au cours des ans. Et ils ont inventé un système qui est de donner le pays à l'aîné du roi. Bon, mais quand le roi avait un aîné, c'était l'aîné. Quand il n'avait pas de fils, c'était son frère, etc. Bon. Aujourd'hui, l'aîné des Bourbons, enfin l'aîné des Capétiens, s'appelle Alphonse, et c'est le duc d'Anjou. Voilà. Et son fils s'appelle Louis XX, parce que comme vous ne le saviez pas, et moi non plus, il y a 3 ans, il y a eu un Louis XIX. Mon livre parle de tous ces Bourbons, des derniers rois de France, ceux dont on n'a jamais parlé, parce que comme l'histoire est écrite par les vainqueurs, les républicains, Jules Ferry, qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils n'en ont pas parlé. Ce n'est pas les rois maudits, ceux-là, les miens, c'est les super maudits. C'est-à-dire que Louis XVI, Louis XVII, Louis XVIII, Charles X, Louis XIX, Henri V, personne ne les connaît. Donc déjà, j'essaie d'expliquer, en les montrant, pas toujours sous leur meilleur jour d'ailleurs, j'essaie d'expliquer qui ils sont. Oui, mais donc le comte de Paris, vous le récusez? Le comte de Paris, je ne le récuse pas du tout. Le comte de Paris, c'est très facile à comprendre. Le comte de Paris descend du frère de Louis XIV. Bon. Et alors, c'est une tare? Non, c'est pas une tare. Mais le duc d'Anjou descend du petit-fils de Louis XIV. Et c'est un bienfait? Il est plus aîné que le comte de Paris. Ah bon? Il y a 50 personnes qui viennent avant le comte de Paris. Alors, si les 50... 50? Oui. On est peut-être dedans, non, nous? Il y a tous les Bourbons Parme, Oui. il y a tous les Bourbons Sicile. Alors, si les 50 meurent, je reconnaîtrai le comte de Paris comme roi. Mais il faut qu'il y en ait 50 qui meurent. Ah ben oui, donc encore un autre génocide. Oui, encore un. Il y a ça sur Bon, la Vendée. alors Monsieur Alan Forrest, vous qui êtes un sujet de Sa Gracieuse Majesté, Élisabeth II, quelle est votre réaction quand vous entendez un homme d'aujourd'hui, un Français d'aujourd'hui, faire l'éloge de la monarchie? Avec grand intérêt, surtout parce que c'est un Français qui le dit. Parce que chez nous, bien sûr que la reine n'a pas de grand pouvoir. C'est un arbitre, comme vous dites, c'est un vrai arbitre, et de temps en temps, il y a un arbitrage, comme cet été par exemple, peut-être, nous n'en connaissons pas les détails, avec Madame Thatcher. Mais quand je regarde la monarchie française, la réelle et celle qui aurait pu être, j'ai l'impression que les rois, les reines, les rois surtout de la France, n'étaient pas du tout des arbitres quand même, mais des hommes avec des pouvoirs réels et des hommes qui étaient des joueurs dans ce match de foot et non pas au-dessus de ça. Il y a eu Louis XVIII qui, à mon avis, est un bon exemple. Louis XVIII est un roi très décrié. Dans le Maléficat, on vous expliquera qu'il était gros, qu'il n'était pas très malin, etc. Bon, en fait, c'est pas vrai du tout. Louis XVIII est un excellent roi qui, pendant 25 ans, d'abord, a gardé la flamme vivante, malgré Napoléon et malgré tout ce qu'on sait. Et quand il est revenu, il a accepté la monarchie constitutionnelle bourbonienne, qui est un modèle. Regardez l'Espagne. Juan Carlos gouverne avec un Premier ministre socialiste qui est Felipe González. Tout se passe très bien. Je veux dire, la reine d'Angleterre a gouverné avec Harold Wilson. Mais Alan Forrest, vous êtes royaliste? Royaliste. Qu'est-ce que c'est? Non, mais vous pensez que c'est bien? J'accepte la Constitution britannique parce que j'y suis né et ça a toujours été comme ça. Mais accepter ça, ça ne veut pas dire obligatoirement qu'on y pense
Beaucoup. Je suis royaliste dans le sens que je suis, comme vous l'avez exprimé, citoyen de Sa Gracieuse Majesté. Mais si j'étais français, je serais républicain pour les mêmes raisons. D'accord. Et vous, Pierre Chonu, vous êtes républicain ou plutôt monarchiste? Moi, je suis de tradition républicaine. Tradition républicaine. Moi, je suis protestant, d'ailleurs, c'est une double raison. Mais de toute façon, j'aime beaucoup l'exergue que Thierry Ardisson a choisi, parce que justement, c'est un grand monsieur qui nous a quittés, et je suis prêt à souscrire à cette phrase de Georges Dumézil. Pour ma part, je donne ma préférence, comme Montesquieu, au principe dynastique. Mais comme je ne crois pas à ça, c'est vrai, et il est incontestable que les pays vers lesquels je regarde spontanément, c'est l'Angleterre, c'est les pays du Nord, c'est la Belgique. Il est incontestable que si la Belgique n'avait pas d'institution monarchique, elle aurait volé en éclats. Je suis aussi comme vous, j'aime Juan Carlos, qui dans le fond a sauvé la démocratie, je crois en 81. Mais dans le fond, comme je suis français, et que je suis profondément conservateur, libéral et conservateur, dans le fond, de même que M. Forest est royaliste chez lui, comme je suis en France, et que d'autre part, j'ai été élevé dans la tradition des Lumières, j'ai été élevé dans la tradition républicaine, donc je suis républicain. Mais naturellement, je n'ai aucune répugnance contre la monarchie. Bien sûr, contre la monarchie constitutionnelle, parlementaire, cela va sans dire. Et la réaction de Max Gallo devant le discours de Thierry Ardisson? Je ne sais pas s'il faut rire ou pleurer, je dirais. Je suis plutôt tenté de rire parce que parfois il faut bien être, quand on est publicitaire, il faut bien être dans la mode. Et je dirais que puisque le Figaro Magazine consacre le même jour sa tire à 1 million d'exemplaires, il y a Figaro Madame qui parle de Louis XX, il y a le Figaro Magazine qui nous montre M. Thierry Ardisson entre deux magnifiques incroyables, très jolis, avec des fleurs de lys. Alors, c'est après tout, pourquoi ne pas vendre ce produit-là comme un autre? Mais s'il s'agit d'être... Vous pensez qu'il n'est pas sincère? C'est pas mon problème, je dirais. Moi, je reçois ce livre, je ne connais pas M. Thierry Ardisson, qui est un garçon bien de sa personne et fort sympathique, et très doué, et qui écrit très bien. Qui écrit très bien. Et dont les pages sur Louis XVII oui, qui écrit très bien. Remarquables. Simplement, dans le domaine de l'horreur, on peut difficilement aller plus pas le loin. débat, mais je ne sais pas si c'est la peine de débattre. Non, c'est pas la peine de débattre. Quand on saoule un enfant de 7 ans pour lui faire avouer qu'il a triché avec sa mère. Est-ce que je peux dire un mot? Je veux dire, comment prendre au sérieux? Je veux dire, un livre bourré de formules du genre « La monarchie lave plus blanc », pourquoi pas? C'est le nouveau style. Moi, je veux bien. En effet, j'ai souri, j'ai trouvé ça très intéressant. Je crois que M. Forest a dit l'essentiel sur la monarchie française. Je dirais que les Français ont essayé la monarchie de 987 à 1789, puis de 1814, on peut dire qu'ils ont essayé le principe héréditaire de 1814 à 1877, ils ont essayé tous les genres. Ils ont essayé les Orléans, ils ont essayé deux Bourbons, Louis XVIII et Charles X, ils ont essayé 2 empereurs, et ils se sont convaincus expérimentalement pendant quelques siècles qu'après tout, la République, c'est-à-dire la confiance dans l'intelligence du citoyen, c'était quelque chose de très important. Un dernier point, je veux dire, quand un livre est bourré d'inepties historiques, je dis d'inepties, je veux en prendre une seule par exemple. Il y a une phrase qui dit ceci: la guerre commencée par la Première République, eh bien, en 1792, chacun sait, enfin tout au moins quand on a un minimum, quand on a utilisé plusieurs documentalistes, ils devraient le savoir, soyez très sévères à leur égard, chacun sait que la guerre a commencé en avril 1792, chacun sait que la cour n'y était pas formellement hostile et que la République a suivi la bataille de Valmy. Alors ne dites pas, écoutez, vous avez où votre nous version, plaisantons, c'est celle qu'on enseigne d'ailleurs aux non, enfants alors dans les où nous écoles. plaisantons, Vous nous avez rions, votre version. mais je dirais un dernier mot si vous voulez, parce qu'au fond ça peut couvrir tout le débat. Je crois qu'on est dans une sorte d'entreprise de grand détournement de l'histoire, de grande manipulation de l'histoire, soit pour des raisons marchandes, soit pour des raisons politiques, on y reviendra. Moi je crois que les Français sont républicains, ils savent ce que la France doit à la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen, le reste est littérature et amusement. Les droits de l'homme et du citoyen étaient mieux respectés à Londres en 1793 qu'à Paris. Et amusement. Thierry Ardisson, ne vaut-il pas mieux un président qui devient une sorte de grand roi, comme De Gaulle, Pompidou, Giscard, Mitterrand, plutôt qu'un roi qui n'est qu'un petit président? Pas du tout. Parce que si vous voulez, le président, pour être élu, il va être obligé de raconter n'importe quoi à tout le monde. N'importe quoi, faut pas exagérer. Promet. Hein. Demain, on reste gratis. Il promet. Bon, une fois qu'il est
président, il rembourse. Pas seulement l'argent, il rembourse. Mitterrand, quand il est arrivé, il a été obligé de prendre des communistes parce qu'il avait été élu avec les communistes. Donc il rembourse. Et puis à partir de la deuxième moitié du septennat, il se dit comment je vais rester là ? Et il commence à prendre des mesures en se disant il faut que j'y reste et puis peut-être que j'y revienne. Et ça, c'est mauvais pour la France. C'est tout. Alors, pour répondre à M. Gallo, je gagne très bien ma vie dans la publicité, donc ce n'est pas des raisons marchandes. Aucune accusation, moi. Si ce n'est pas pour être célèbre non plus, puisque je fais de la télévision par ailleurs, si j'ai écrit ce livre, c'est parce que je pense que c'est dans l'intérêt de la France de dire aux gens, aux parents d'élèves, l'histoire de France qu'on enseigne à vos enfants est fausse. Et je ne vous en veux pas, parce que j'imagine qu'aujourd'hui en URSS, un petit soviétique, quand on lui parle des tsars, il doit avoir peur. Si on lui dit le tsar revient, il va avoir peur. La seule chose, c'est qu'au moins, si il y avait le tsar, il pourrait quitter le pays. Mais, bon, mettons le feu aux poudres tout de suite. Dès la première page, vous écrivez ceci. Je vais lire lentement parce que il est de plus en plus difficile aux intellectuels, vous mettez entre guillemets, de condamner Staline en honorant Robespierre, de se lamenter sur l'Holocauste cambodgien en oubliant le génocide vendéen, de déclarer le goulag intolérable en excusant la guillotine, d'attaquer le terrorisme en pardonnant la terreur, 1789-1917, même combat. Vous ne faites pas quand même un raccourci. Bernard Pivot. C'est un excellent résumé. Je dois dire que c'est un résumé parfait de ce Attendez, qu'on lit depuis. Non, mais je veux dire, ça, il faut reconnaître à Thierry Ardisson le sens de son métier et de son talent, car je crois que ces quelques lignes vous évitent de lire tout ce qu'a écrit M. Chonu sur la Révolution, tout ce qu'a écrit M. Rénal Scherer sur la Révolution, tout ce qui a été publié. J'ai du mal à prononcer son nom. Vous avez du mal, vous avez des ennuis avec ça. Mais en tout cas, vraiment, ça nous évite de lire tout. Parce que là, il faudrait le relire. Et nous avons, et à partir de là, je veux dire, ça a commencé vers 1975, à partir de là, nous avons la Vulgate. Alors, attendez, l'explication est très simple. Parfait. La réponse est très simple. J'étais en Italie dernièrement dans un restaurant. Et je vois sur la carte filet à la Robespierre. J'appelle le garçon, je lui dis, expliquez-moi, qu'est-ce que ça veut dire ? Il me dit, je dis, mais comment ? Il me dit, c'est les filets qui sont coupés en dés. On appelle ça filet à la Robespierre. Je lui dis, mais est-ce que c'est parce que le patron du restaurant est monarchiste ? Il me dit, pas du tout. Dans toute l'Italie, les filets en dés s'appellent filet à la Robespierre. Voyez l'image qu'il a, votre Robespierre. Mais vous savez, ce que je veux dire, c'est qu'ici, bien entendu, Jules Ferry a déclaré, nous ferons de tous les Français de bons petits républicains. Eh bien, vous l'avez fait. C'est-à-dire que quand les petits-enfants sont à l'école, on leur apprend que Louis XVIII était nul, que Louis XVI était un gros serrurier, alors qu'il a vécu... Vous savez que Louis XVI a régné 2 fois plus longtemps que le général de Gaulle, que la France a connu son apogée sous le règne de Louis XVI, que Louis XVIII a réconcilié la France en 1814 alors que Napoléon avait laissé une caserne en ruine. Enfin, mais ça, vous ne le dites pas dans vos livres d'histoire. Et donc, on déforme les enfants. Alors, d'autre part... et puis vous reprendrez... C'est la vérité. Oui. Non, mais vous l'aurez, vous en faites pas. Je vous la donnerai volontiers. Vous racontez ce que vous appelez le lavage de cerveau de Chou d'amour. Bah oui, Chou d'amour. Bon. Enfin, voilà un enfant. C'est une des choses les plus horribles. Enfin, Pierre Chenu. Voilà un enfant qui est le fils du roi, le fils du roi de France. Et vous savez que le roi de France avait une dimension politique, mais aussi mystique, sacerdotale. Le sacre de Reims, c'était un peu comme une ordination. On prend cet enfant, on l'isole de ses parents. Il a quel âge ? 8 ans. Il a 7-8 ans, oui. Enfin, M. Gallo nous expliquera si c'était 7 et demi, puisque apparemment on serait au baccalauréat. Et donc, si vous voulez, cet enfant, on lui fait boire de l'alcool, on le saoule, on le donne à un cordonnier, on le saoule, on lui fait prendre des pilules d'opium, jusqu'au jour où on lui fait signer un papier comme quoi sa mère l'a obligé à coucher avec elle. Enfin, si vous trouvez ça bien, vous, moi je sais pas, moi je trouve ça épouvantable. Oui. Alors vous dites, mais là vous faites un amalgame, vous dites le premier procès de Moscou va avoir lieu à Paris. Mais c'est vrai. Les premiers procès de Moscou ont eu lieu à Paris. Vous savez, Pol Pot a fait ses études à la Sorbonne. Vous savez, tout est parti d'ici. Oui. Et donc, on l'a accusé, c'est Louis XVII. C'est Louis XVII. On l'a accusé d'inceste. Voilà, mais on l'a fait signer un papier, comme quoi il est couché avec sa mère, avec sa tante, que ça se passait plusieurs fois. Il s'était fait mal avec un bâton, le pauvre, en jouant. On a dit que c'était sa mère qui lui avait fait des sévices sexuels. Enfin, mais il y a des choses qui sont épouvantables, enfin. Et vous terminez ce chapitre ainsi. Après avoir tué le père et la mère, c'est-à-dire Louis XVI, Marie-Antoinette, les terroristes ont escamoté le fils, essayant de jeter le doute et le discrédit sur tous ses successeurs. Forisson n'a rien inventé. Mais bien entendu, Forisson n'a rien inventé. Vous avez une phrase dans mon livre, c'est Hébert. Après, Louis XVI est mort d'une façon magnifique. Magnifique. Ça n'a pas empêché qu'on l'enterrait dans de la chaux vive avec la tête entre les jambes. Hein. Bon, mais c'est pas grave. Il est mort d'une façon magnifique. Et Hébert a dit, il ne faut pas, c'est un texte d'Hébert, il ne faut pas que le peuple sache comment est mort Louis XVI. Il faut que le peuple garde enraciné au fond de lui la haine des rois. C'est de la désinformation, c'est soviétique. Mais c'est le bolchevisme en marche. Parce que
Si vous me laissez parler, C'est le bolchevisme parce en marche. que Maintenant, Jacques Villot. Je vous en prie. je voudrais parler parce que je veux dire, nous parlons quand même à des millions de téléspectateurs. Justement, il faut leur dire la Et vérité. je crois que de deux choses l'une. Magdalo, depuis Où 15 jours, nous on vous entend. plaisantons ce que fait Monsieur Louis XX, Monsieur Thierry Ardisson, Je n'ai aucune prétention. ou bien nous essayons de faire de l'histoire. Je crois que les rois de France ont été condamnés, pas par moi, pas par Jules Ferry, et de même ils ne peuvent pas être défendus par vous, pour une simple raison, c'est que les Français ont choisi. Mais pas Moi, du je tout. fais confiance à l'intelligence des Français. Les Français, en 1789, ils ont pris la parole. Vous avez lu les cahiers de doléances? Vous me Il y avait- laissez- il y avait vous me des laissez choses parler contre quelques Louis XVI secondes. dans les cahiers de Vous me laissez doléances? parler quelques secondes. Excusez-moi, Bernard. Les Français ont pris la parole en 1789. Ils ont pris la parole en 1814, en 1815, quand seulement après une année, Napoléon Ier de l'île d'Elbe est revenu et il y a eu un vol de legs. Je ne suis ni robespierriste ni bonapartiste, contrairement à ce qu'on veut faire. J'ai écrit une biographie de Robespierre où je dis de Robespierre ce que je pense avec, je crois, assez de précision pour qu'on ne m'accuse pas d'être robespierriste. D'ailleurs, ça n'a d'ailleurs strictement aucun sens. Les Français se sont débarrassés de Louis XVI, qu'au départ ils étaient prêts à approuver en 1789. Ils se sont débarrassés de Charles X par une autre révolution qu'il faudra bien expliquer, car dans ce discours sensible qu'on nous tient, et en effet moi aussi je suis aussi ému que vous à la fois par la fin de Louis XVI, par la fin de Marie-Antoinette, par ce qui a été fait à son fils, mais je pense aussi que si des hommes, personne n'a jamais envie de faire une révolution, parce qu'une révolution, qu'est-ce que c'est? C'est comme un verre qui tombe par terre et qui se brise. Et tout le monde a des éclats de verre dans les pieds. Et vous ne trouverez jamais, à part quelques fous, des gens sensés qui disent « nous voulons la révolution ». Si les Français, après de 987 à 1989, à 1789, ont fait la révolution, c'est parce qu'il y avait eu, je prends un simple exemple, ne citons même pas Madame Sévigné qui voit les enfants mis à la broche. Je dis qu'entre 1703 et 1788, il y a eu dans le Vivarais, vous savez combien? Plus de 30 émotions populaires et plus de milliers de paysans qui ont été égorgés, qui ont été passés à la broche. Les révoltes de va-nu-pied, est-ce que vous êtes au courant? Monsieur Chonu, vous devriez le savoir, sur les va-nu-pied. Vous croyez qu'une révolution... Sincèrement, monsieur Gallo, mais il n'y a pas de je vous en sincèrement. prie, Il y a les ne faits. confondons Il pas y a les les siècles. faits. Il Ne y a les confondons faits. pas les siècles, ne mélangeons Mais pas. brusquement, Non, Pierre je voudrais encore dire un ne mot. Ne mélangeons confondons pas tout. les siècles, monsieur Chenu. monsieur- Alors quel est ce comique qui Écoutez, nous fait parler des Khmers rouges quand nous écoutez, parlons des sans-culottes? mais non, mais mais vous non, c'est la confondez même les chose. siècles. Vous Ah avez ben bien- voilà, monsieur Mais c'est confond la les même siècles. chose. Monsieur Avec confond les Pierre siècles. Jacques Gallo, Pierre Chenu vous répond. vous êtes en train de faire ce que vous reprochez à Thierry Ardisson de faire. C'est-à-dire, en vérité, moi je dois dire que j'aime beaucoup le livre de Thierry Ardisson. Ça ne m'étonne pas, c'est un résumé Mais de non, votre mais non, pensée. c'est Mais pas pas du du tout tout. un résumé Je de vais ma pensée. Non, écoutez, je Un crois pas résumé qu'il m'a lu. publicitaire. Pas du tout. J'aime beaucoup le livre de Thierry Ardisson parce que c'est Je vois pas un ce que vous homme avez qui contre écrit la bien, publicité, d'abord. Ah, rien, qui a écrit absolument rien. de belles pages, et notamment les pages sur Louis XVII sont absolument bouleversantes. Elles sont malheureusement tout à fait exactes. Je ne suis pas tout à fait d'accord avec lui sur un certain nombre de détails. Mais quant à la première phrase, évidemment, il donne d'une manière percutante. Mais c'est vrai qu'il s'est passé sous la Révolution un certain nombre de choses atroces. Mais enfin, un monsieur certain nombre Chenu, de choses expliquez-nous pourquoi il y a eu révolution. Mais Et monsieur, pourquoi y a-t-il eu écoutez, révolution? voulez-vous que je vous dise C'est pourquoi un il y a chef révolution? d'orchestre. C'est très simple. Ce sont les bolcheviks. Alors, monsieur Magdalo, ce sont écoutez, les Arabes. écoutez, Enfin, c'est la Magdalo, révolution de 89. Magdalo, Qu'est-ce que c'est? Expliquez-nous je vous donc assure la que révolution de depuis 15 89. jours, quand on ouvre qu'on tourne un bouton dans ce pays, on entend votre dialogue avec Robespierre. Alors, vous m'avez posé une question précise. Pourquoi il y a eu la révolution? Je vais vous le dire. Je serais curieux de le savoir. Eh bien, je vais vous le dire, si vous m'accordez 3 minutes. Tout à fait. La France est incontestablement a souffert au XVIIIe siècle d'une sorte d'excès d'état de droit. La société française est une société qui évolue, qui est en train d'évoluer, qui passe d'une société d'ordre à une société de classe. Un excès d'état de Monsieur droit. Gallo, je vous ai demandé Non, 3 je minutes. comprends. Je vous ai Qu'est-ce demandé que c'est 3 un minutes excès pour d'état de m'exprimer. droit? Non, mais voyez-vous, non, mais vous croyez ici chez Pollack, Non, mais c'est pas qu'est-ce de que c'est problème. qu'un excès d'état de droit? Mais il se croit chez Pollack. Chez écoutez. Pollack, nous ne serons pas là. Nous ne sommes pas invités. Bon, écoutez, non, nous sommes pas. Non, mais si, moi je décline. Bon, écoutez, non, de toute façon, écoutez, laissez-moi parler. Nous souffrons d'un état de droit. En 1770, vous savez bien qu'on ne peut plus pratiquement le contrôle des parlements sur le pouvoir est tel que pratiquement on ne peut plus faire aucune réforme. D'ailleurs, Louis XV l'a parfaitement compris. Et à la fin de sa vie, il s'est réveillé. Et en 1770, il a fait ce qu'on appelle le coup d'État Maupoux. Les Français, naturellement, les Parisiens surtout, ont été contre au début parce que les parlementaires, d'ailleurs je n'attaque pas systématiquement ces parlementaires,
qui n'ont rien à voir avec le Parlement britannique. Ces parlementaires qui sont des juges et qui sont de remarquables juristes et auxquels on doit par ailleurs l'extraordinaire qualité du corpus législatif français. Les ordonnances, vous savez, sont en général mieux écrites qu'elles ne sont sous la République et particulièrement dans le gouvernement dans lequel vous participiez. Parce que vraiment, il n'y a pas là uniquement que des chefs-d'œuvre. Ne confondez pas les siècles. Je ne confonds pas. Vous avez confondu tout à l'heure en partant de 989 à 1789. Alors écoutez, laissez-moi terminer. Je dis que donc, dans une certaine mesure, vous avez un État puissant qui se bloque, qui ne peut plus évoluer, et une société qui évolue. Et le roi ne le fait pas évoluer. Mais le roi a essayé de le faire évoluer. Il y avait des parlements partout. Il a essayé de le faire évoluer. En 1770, c'est ce qu'on appelle le coup d'État Maupoux. En 1774, moi je ne défends pas Louis XVI, j'admire l'homme, il est courageux, mais au point de vue politique, c'est un désastre. En 1774, il commence, il a 20 ans, et il va commencer par la plus grande sottise dont finalement tout découle. Il rappelle sur le Conseil de Maurepas, il rappelle ces parlements dont les Français précisément s'étaient rendus compte depuis un an ou deux qu'à la limite les nouvelles institutions étaient meilleures. Ces parlements étaient composés de moment-là, composés de qui les parlements? Écoutez, vous le savez les très cahiers bien. de doléances. Elles étaient composées de juges, elles étaient composées de gens propriétaires de leurs charges. Et bien c'était un conseil constitutionnel, figurez-vous, cher monsieur. Vous avez maintenant la majorité. Bon, et d'ailleurs dont vous usez, je crois même que vous avez, il y a quelque temps, déposé un recours contre une loi électorale qui est approuvée par la majorité des Français. Je ne savais pas qu'on pouvait acheter sa charge au Conseil constitutionnel. Enfin, je l'apprends. Mais écoutez, vous apprenez tout simplement, monsieur, qu'il y a tout simplement... Écoutez, je vous en prie, Max Gallo, si vous permettez, puisqu'on s'appelle comme ça d'habitude, écoutez, je vous en prie... Ne jouons pas au plus bête, en l'occurrence. Bon, alors pardon, je termine. Vous avez un excès, vous ne pouvez plus bouger. Et au bout d'un certain... Évidemment, vous ne pouvez pas faire évoluer l'État par rapport à la société. Vous avez recours aux États généraux, qui sont une très bonne institution, malheureusement que la monarchie a laissé tomber en quenouille, et vous aboutissez finalement à ce processus qui est excellent au départ, mais qui devient à un certain moment tout à fait excessif. Et pour être sûr de ne rien rater de Inarditube, abonnez-vous et mettez un pouce bleu.